Au Tchad, Mahamat Déby, le fils d'Idriss Déby Itno, prend les rênes du pouvoir. On en parlera tout de suite avec notre invité. Nous évoquerons également la Côte d'Ivoire, où les dossiers de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas avancé en ce qui concerne leur retour au pays. Au Rwanda, la France porte une lourde responsabilité dans le génocide selon un rapport. Et puis les États-Unis, on va parler donc de Derek Chauvin qui a été reconnu coupable de meurtre du noir américain George Floyd. On en parle avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir Maître. Bonsoir, salut les nuits. Nous allons commencer avec le Tchad. Au Tchad, au lendemain de l'annonce de la mort du président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, qui avait dirigé le pays pendant une trentaine d'années, eh bien, c'est son fils, Mahamat Idriss Déby, qui est le nouvel homme fort du pays. Il a pris la tête d'une junte militaire et concentre tous les pouvoirs. Maître Éric Sosa, d'abord, sur le tragique décès de Idriss Déby. J'avoue que la nouvelle a surpris tout le monde. Ça a été une onde de choc. Vous l'avez vécu ainsi? Oui, parce que en fait, personne ne s'attendait à une telle nouvelle. La veille, on avait proclamé les résultats du premier tour des élections présidentielles, qu'il l'avait remporté apparemment brillamment, puisque il avait plus de 72% des suffrages, des suffrages exprimés, je crois, ce qui faisait de lui le président élu sans aucune contestation possible, parce que ceux qui sont ses challengers sont très loin derrière. Et puis, patatras, on attendait qu'il célébrera en toute liesse cette nouvelle victoire pour un 6e mandat. Et puis, on apprend qu'il est décédé. Bon, ça a été une grande surprise pour, je crois, la terre entière. Parce que, personne ne l'a vu malade. Mais maintenant, on nous dit qu'il est mort au front. Dans des circonstances que personne ne connaît. Et à l'heure où nous sommes, on n'a pas élucidé encore les circonstances dans lesquelles le décès est survenu. Mais je crois que c'est une légende qui consiste à le présenter comme un héros national. Parce que, quand on est maréchal, ici est mieux de mourir au front que de mourir dans son propre lit, ou de mourir d'un accident dans sa proximité même, ou je ne sais pas. Mais là, à l'heure actuelle, on ne nous dit pas dans quelles circonstances, parce que c'est quand même assez curieux, même si on lui connaît un courage d'un homme intrépide, d'un guerrier absolument sans peur. Une colonne ennemie en face qui ne viserait que le chef en laissant la vie sauve à ceux qui l'accompagnent, ça fait quand même bizarre. Et ils ont su l'identifier comme étant le président, le maréchal, l'homme fort du pays, et c'est lui seul qui serait la cible des balles des rebelles. Ça laisse un peu incrédule. C'est la raison pour laquelle la version officielle, pour l'instant, elle est un peu sujette à caution. On attend d'en savoir un peu plus. Parce que vu les circonstances, vu la rapidité avec laquelle on a programmé aussi son inhumation, on ne sait pas s'il y aura autopsie. Personne ne nous dit dans quelles circonstances exactement il a été touché. En allant au front, on sait qu'il est coutumier du fait, mais de là à aller offrir son poitrail à une balle ennemie, juste comme ça. Il a été touché d'une balle, de plusieurs, et qui sont les à côté? Personne n'a été victime collatérale des tirs qui ont été échangés. Quand c'est comme ça, c'est un carnage. Quand même. Parce que ceux qui sont en face et qui ont eu l'outrecuidance de venir attaquer le chef, ils vont subir les feux nourris de ceux qui accompagnent le chef, parce qu'on n'imagine pas tout seul sur un pick-up tout seul en train d'aller affronter ou aller voir inspecter les opérations sur le terrain, comme on dit, au front. Mais ça, en tout cas, ça n'engage que moi. Mais je suis un peu dubitatif par rapport à la version officielle qui a été servie. C'est vrai que le doute plane sur cette version officielle. Maintenant, dans les faits, Déby est mort, et qu'est-ce qu'on va dire? Déby est mort, vive Déby. Eh bien, non pas vive Déby, parce que, vous savez, il faut absolument que les Africains sachent ce qu'ils veulent et quel type de modèle démocratique ils veulent. Vive Déby, non, absolument pas.
Parce que la chose se banalise, malheureusement. Bon, on a toujours un président fondateur qui prépare sa lignée pour pouvoir lui survivre quand il ne sera pas là. C'est pas des monarchies, que je sache. Donc, on ne peut pas dire vive Déby. Le roi est mort, vive le roi. Ça, c'est dans les monarchies. Ouais. Déby est mort, pas vive Déby du tout. Fut-il brillant? Parce que bon, on nous apprend que à 37 ans, il est général 4 étoiles. Bon, ok, d'accord. Dans l'armée de papa, oui, on peut avoir tous les grades qu'on veut. On n'a même pas besoin de faire de preuves. Parce que personne ne nous a signalé ces faits de guerre. Parce que pour être général, il faut en avoir montré quand même, un tout petit peu. Bon, général de brigade, il a été comment? De quelle brigade? C'est pas maintenant général d'armée. Ouais. Ben, un général de corps d'armée. Il est tout ça déjà à 37 ans. En faisant combien de guerres? En ayant fait combien de guerres? Parce que quand même, le fait naturel d'un général, c'est de faire la guerre. Bien sûr. Ou en tout cas, d'être allé sur le front d'opérations qui ont été couronnées de succès. Et dont les succès lui sont attribués. Mais on ne connaît pas sa légende. Enfin, oui, plutôt là, c'est une légende, mais on ne connaît pas véritablement son pédigré et son palmarès militaire. Alors, subitement, on nous dit, son père est mort, mais c'est le génie absolu qu'on a trouvé. Et il est génie dans l'armée, mais il sera génie politique aussi. Il n'aura forcément pas le génie politique de son père. Alors, c'est pas héréditaire, le génie politique. C'est pas héréditaire. Rarissimement, on a vu des similitudes exactes dans la façon de gouverner entre un père et son fils, quand le fils lui succède. Vous savez, ça a commencé depuis Duvalier. Et puis ensuite, on a eu Kabila. Vous voyez, quand on veut historiciser un peu. Et c'est toujours dans les pays noirs que ça se passe. Bon, ensuite, on a eu une nuance avec El Assad. Bon, Hafez El-Assad et maintenant Bachar El-Assad. Bon, mais c'est des contextes différents, mais à chaque fois, ce sont les mêmes, disons, les mêmes phénomènes au pouvoir qui créent ce genre de conditions pour que le pouvoir devienne patrimonialisé et que on puisse en fait le léguer à ses enfants. Non, le pouvoir, il appartient au peuple en démocratie. Il n'appartient pas à une famille. On ne peut pas venir nous dire que là, dans ces circonstances, en fait, en escamotant complètement la Constitution tchadienne, qui a quand même prévu les conditions de succession en cas d'empêchement. Bon, on nous dit que celui qui était prévu pour le poste, au dernier moment, n'en a pas voulu. Mais attendez, non, mais c'est une insulte à notre bon sens et à l'intelligence de ceux qui écoutent ça. Du peuple tchadien d'abord. Attendez, celui qui est présumé depuis tous les jours, il sait que c'est sa fonction. Il est prédestiné à remplacer le président, en tout cas dans un cadre intérimaire, quand il ne sera plus là, ou quand il sera empêché, ou décédé. Et puis là, on nous dit, subitement, le moment venu, il ne savait plus le job pour lequel il était fait. Il l'a refusé. Il démissionne d'un job dont tous les jours, il devrait avoir conscience. On doit le préparer à prendre les rênes au cas où le président n'est pas là. Mais pas en souhaitant sa mort, mais au moins à ses côtés ou derrière lui, il participe à la gouvernance au quotidien. De sorte que quand quelque chose surviendrait, malheureusement, le pouvoir lui échoue pour une période intérimaire. On appelle ça de transition. Et puis là, patatras, non. Et il n'y a pas non plus quelqu'un qui soit après lui capable, en cas d'empêchement de lui-même, de prendre la place. Non, c'est obligatoirement le fils Déby qui est le plus qualifié. Et on va nous dire Déby est mort, vive Déby, jamais. Non, mais moi je n'ai pas cette lecture-là de cette actualité. Ça rappelle. C'est un recul définitif. C'est un recul contestable du modèle démocratique en Afrique. Il faut pas avoir de mollesse par rapport à ça. Il faut toujours le contester, même si après c'est un fait accompli militaire, un pronunciamento militaire ou un fait accompli parce que l'armée étant ce qu'elle est dans nos pays. En terrorisant les gens, vous les faites rentrer dans leur maison et le pouvoir appartient à celui à qui l'armée l'a donné. Et le plus surprenant, c'est d'avoir une grande démocratie comme la France qui prend acte de ce fait anticonstitutionnel. Bien, alors,
le problème, il est celui-là. Ça, nous sommes là, malheureusement, dans le jeu géopolitique pur. Que pourrait faire la France? Parce que actuellement, on sait qu'il y a des rebelles qui sont aux portes de N'Djamena. Bon, si la France ne soutient pas le régime de Idriss Déby, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il y aura un problème parce qu'ils ne sont pas capables de tenir tête à cette rébellion longtemps. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'au Tchad, c'est une habitude, c'est la tradition de la succession au pouvoir. C'est-à-dire que Idriss Déby lui-même a fait la peau à Hissène Habré, qui lui-même a dégommé Goukouni Ouédé, qui lui-même a dégommé Abdelrahman Kamougé. Bon, c'est toujours comme ça qu'ils viennent au pouvoir. Le premier coup d'État, François Tomblaba, il est tombé. Et après, bon, ils ont toujours fait comme ça. Donc, or, en ce moment, il y a des problèmes. En Libye, il y a le quasi-chaos qui est installé. Et en ne soutenant pas le régime Déby, on craint que le même chaos ne s'exporte parce que parmi les rebelles, il y a forcément des alliés libyens qui sont là. Et c'est la raison pour laquelle la France a tout intérêt à supporter ce régime, quelle que soit sa coloration. C'est la raison pour laquelle, notamment, le président Macron a pris acte. Il va dire quoi? Bon, ben, allez, replier, on va quitter le Tchad et on laisse les Tchadiens s'entretuer, parce que c'est ce qui va se passer. Ça va dégénérer en guerre civile, forcément. Donc, si ce régime n'a pas d'appui. Or, ce régime et son armée sont les points forts, justement, dans la région, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur la bande sahélienne, sahélo-sahélienne. C'est l'armée tchadienne qui fait le vrai poids comme armée africaine. Tous les autres, bah, ils ont des prothèses françaises, turques, russes ou libyennes, allez savoir. Mais c'est ça le vrai problème, en fait. Donc, je ne suis pas sûr que la France apprécie beaucoup dans la philosophie qu'on lui connaît, hein, même la France d'aujourd'hui, qui veut renier la France-Afrique. Il y a la réelle politique qui à chaque fois contraint à accepter l'inacceptable. En même temps, cette armée tchadienne qu'on présente comme une véritable armée de combat, de guerre, qui a fait des exploits, n'arrive pas toujours à tenir tête à ces rebelles. On a vu à chaque fois, la France a dû intervenir. Cette fois, il a fallu que la France soit un peu réticente à intervenir pour qu'on voit les dégâts qui sont en train de se rapprocher de N'Djamena. Oui, mais vous savez, ça fait 40 ans que des armées se succèdent en Afghanistan. Les talibans sont toujours là. Et les armées les plus puissantes. Les Américains, maintenant, envisagent de partir carrément parce que c'est une guerre qui est ingagnable pour eux. Les Russes sont partis depuis 1989 parce que ils ont compris qu'il n'y avait rien à y faire. Ils vont absolument y laisser leur peau. Ou alors beaucoup d'argent et beaucoup de leurs soldats. Donc, ils ont renoncé eux aussi. Donc, l'Amérique fait autant avec une lucidité qui, là, pour le coup, est à saluer. Bon, maintenant, vous voyez, dans la bande sahélo-sahélienne, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'au Tchad, c'est au Niger, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso. Bon, donc, ça veut dire que, quelque part, Barkhane ou pas Barkhane, ce qu'on a en face a encore une puissance de feu. Et en fait, c'est un concours de cruauté. C'est qui va faire le truc le plus monstrueux pour effrayer les bonnes âmes qui sont au pouvoir dans tous ces pays-là. Et à chaque fois que ça se passe, non, il ne s'agit pas de se moquer de ces armées. Hein. Elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Et quand elles sont appuyées par des renforts militaires étrangers, il faut prier que ces renforts soient un peu plus efficaces ou apportent des éléments opérationnels qui leur permettent de prendre le dessus. Malheureusement, ça ne se passe jamais. Ça ne se passe pas au Mali, ça s'est pas passé depuis que Barkhane est là. Ça ne s'est pas passé en Centrafrique avec Sangaris. Bon, au Niger, on est tranquille et on voit des colonnes arriver, ils brûlent un village entier. Et personne n'y peut rien. Donc pourquoi voulez-vous que le Tchad soit sauvé?
du désordre quand on aura décidé de proposer autre chose. Parce que si c'est à ce moment-là, quand la classe politique est en train de s'entre-déchirer, que le commandement militaire est en débandade. Et c'est pour éviter ça, peut-être, que le président français est resté dans cette posture minimaliste, en disant, bon, d'accord, nous prenons acte, de façon à ne pas mettre en cause l'aide légitime que nous portons à l'armée tchadienne, parce qu'en ce moment, elle a besoin de nous. Deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire. On évoque donc le dossier du retour au pays de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Les deux hommes politiques ivoiriens ont été acquittés leur acquittement a été confirmé par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier. Le président Alassane Ouattara avait déclaré que les deux hommes étaient libres de rentrer au pays quand il le voulait. Il s'était même engagé à faciliter le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo en lui offrant à lui et à sa famille un billet retour. Sauf que jusque-là, Maître Sosa, on n'en sait pas plus. On a comme l'impression que ça coince quelque part. Écoutez, j'ai tendance à dire ça va venir. Comme chez la femme enceinte, à un moment donné, il va falloir qu'on accouche. Donc là, oui, le climat politique est en sein de cet avènement, parce que ça sera un avènement qui est inscrit dans la fatalité. À un moment donné, ils rentreront. Bon, ça n'avance pas, mais on nous a dit qu'il n'y a rien qui s'y oppose, ni légalement, ni politiquement. Bon, attendons que les choses s'organisent et ça va se faire. Ces choses-là ne se font pas dans la précipitation. Je crois que nous sommes ici devant un phénomène qui est complexe parce que ceux qui vont venir savent que le terrain ne sera pas facile. Ceux qui sont là et les attendent savent aussi que leur arrivée ne va pas faciliter un certain nombre de choses. Donc, bon, on prépare, on se donne les moyens d'amortir le choc, la chute, c'est-à-dire l'arrivée de Gbagbo et Blé Goudé sera quand même assez tellurique en Côte d'Ivoire. Ça, il faut bien s'y attendre. Maintenant, comment ça va modifier la donne sur le terrain? C'est une inconnue dont seuls les pythonistes peuvent connaître l'équation. Moi, je ne sais pas. Mais j'imagine quelle doit être l'impatience de ces deux hommes de retrouver leur terre natale. Oui, mais à ce niveau-là, 3 semaines de plus, 1 mois de plus ou un trimestre, ça ne fait pas une grande différence. Il ne s'agit pas de trépigner en disant, écoutez, quand même, tous les deux savent acheter un billet d'avion. Bon, je sais concernant Blé Goudé que son passeport n'est pas prêt. Il a réintroduit auprès du greffe de la CPI une nouvelle demande d'obtention de passeport. Ça finira par l'être puisque le président Ouattara lui-même a assuré que lui aussi avait le droit, en tant qu'Ivoirien, de rentrer dans son pays. Mais c'est pas fondamentalement un problème de papier, puisque c'est un retour vers leur pays. Même si vous êtes à l'étranger et que vos papiers sont expirés, vous les perdez, vous pouvez rentrer dans votre pays. Oui, mais c'est ce pourquoi on dit qu'il y a un certain nombre de conditionnalités administratives et politiques. Je suis sûr que c'est en train, dans les coulisses, de se préparer de façon rationnelle. Parce que là, je comprendrai pas l'impatience ni de l'un ni de l'autre. Et je pense pas que aucun d'eux se soit manifesté en déplorant la lenteur avec laquelle les choses se passent. Le président Gbagbo fait preuve là de beaucoup de sagesse et ça ressemble à l'homme que l'on connaît. Troisième sujet, c'est la publication de ce rapport, un rapport sur le génocide rwandais. La publication de ce rapport intervient quelques semaines après celui du rapport Duclerc qui avait conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide rwandais. La France porte une lourde responsabilité dans le génocide prévisible des Tutsis. C'était en 1914 au Rwanda et refuse toujours de reconnaître son rôle dans cette tragédie. C'est ce qu'estime un rapport commandé par Kigali à un cabinet d'avocats américains et publié lundi dernier. On assiste finalement, Maître Sosa, à une sorte de rapport contre rapport. Finalement,
tous ces rapports, quoi qu'on dise, ont un point commun, c'est que la France n'est pas innocente dans ce qui s'est passé en 1994. Mais elle n'est pas responsable non plus. Je veux dire, je partage l'analyse du rapport Duclerc qui est... qui parle de oui. responsabilité lourde et accablante. Non, c'est le rapport américain qui parle oui, qui parle de responsabilité lourde et accablante. Oui. Le rapport Duclerc dit quand même que si la France porte une responsabilité historique, elle n'est pas pour autant coupable de complicité avec les génocidaires. Parce qu'on était à ce moment-là, je dis qu'à chaque fois, il faut se placer dans le contexte. Et dans le contexte politique qui prévalait en France, on avait un gouvernement de cohabitation et deux lectures de la géopolitique et de l'action politique française en Afrique, notamment au Rwanda. Donc, quelque part, ça ne facilite pas la décision. Si M. Balladur et M. Mitterrand ne sont pas sur la même longueur d'onde sur ce qui se passe au Rwanda et ce qu'il faut y faire, ça doit avoir, disons, un effet qui affaiblit l'action sur le terrain, l'action militaire notamment, et les bénéfices politiques qu'on peut tirer. Mais le Rwanda de l'époque était l'un des précarés et était le régime Habyarimana était un ami traditionnel de la France qui lui a toujours prodigué toutes les aides techniques et financières, économiques qu'il a voulu. Disons, il était un peu trop choyé. Maintenant, ce qu'ils y faisaient, bon, on ne peut pas dire que c'était complètement inconnu de la France, mais personne... Écoutez, il faut... En mettant les choses dans le contexte, personne ne pouvait imaginer. Je crois même la veille du 6 avril, le jour de l'accident tragique de l'avion présidentiel, personne ne pouvait prédire qu'il se préparait quelque chose de ce genre. Et quand ça a commencé, certains disaient que c'est une affaire rwando-rwandaise, certains disaient que bon, c'est une guerre civile, mais personne à l'époque n'était capable de dire à 1 mois, 2 mois qu'un génocide était en train de se commettre. Mais c'est le contraire que vient de dire le rapport américain qui estime que Paris ne pouvait pas être aveugle face au génocide qui se préparait. Non, si vous voulez, bon, c'est un cabinet de confrères qui a rédigé ce rapport. D'accord ? Nous autres avocats, nous sommes les champions de la partialité. Bon, ça m'étonnerait qu'un rapport commandité par le pouvoir en place au Rwanda vienne dire autre chose que ce que son client veut entendre. Faut être d'accord là-dessus. Bon, parce qu'il y a beaucoup de controverses encore sur la façon dont les choses se sont passées. Et il y a eu, beaucoup l'ont dit, après le génocide, un contre-génocide. Mais c'est quasiment interdit d'en parler. Donc, d'ailleurs, je me pose la question. Pourquoi est-on allé chercher un cabinet américain pour réécrire l'histoire du Rwanda? Le gouvernement rwandais a tout à fait le loisir de dire sa lecture des événements et de dire que, bon, il y a eu telle responsabilité, nous les avons trouvées à travers tels éléments qui nous ont permis de confirmer que la France a une lourde responsabilité. J'allais dire pauvre France, parce que pendant qu'elle était là et faisait quelque chose, beaucoup d'autres ne faisaient rien. On est d'accord là-dessus? Oui. Beaucoup d'autres ne faisaient rien du tout. Il ne s'agit pas de la défendre, non. Mais quand même, au Rwanda, il s'est passé des choses qui ont dépassé l'entendement. Il faut le voir comme ça et mettre chaque chose à sa place et un peu de bon sens au-dessus de tout. Bon, c'est quand même pas des Français qui sont allés achever d'autres Français. C'est des Rwandais entre eux. Quoi, derrière chaque machette, il y avait une main française ou il y avait un incitatif français qui galvanisait ou enfin donnait du cran aux assassins à machette? Non. Il faut maintenant que les bonnes décisions n'aient pas été prises. On est d'accord qu'il y a eu des erreurs graves de jugement
on est d'accord aussi. Mais de là à parler de responsabilité lourde, je pense que c'est un jugement aussi qui est excessif. Parce que responsabilité lourde, c'est excessif. D'accord. Dernier sujet, mais tout ça, juste en 2 mots, on parle de Derek Chauvin. Ce policier américain responsable de la mort de George Floyd, on attendait donc le verdict qui est tombé hier, mardi 20 avril. Le policier a été reconnu coupable de la mort de George Floyd. La foule qui était massée à Minneapolis pour suivre le verdict a exulté. J'ai envie de dire, finalement, c'est comme on met juste un mot sur quelque chose qu'on savait déjà. C'est lui qui a posé son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à ce que mort s'en suive. Il fallait juste dire qu'il était coupable. Bien. Écoutez, là aussi, vous voyez, je crois que le monde entier était en haleine. Parce que le contraire était tout à fait possible aussi, comme on en a pris l'habitude, malheureusement, aux États-Unis. Parce que quand nous sommes dans une société aussi clivée et racialisée, quand il y a une confrontation aussi forte entre une communauté et une communauté professionnelle, dont les habitudes parfois sont meurtrières, c'était pas gagné qu'on ait une déclaration de culpabilité de Derek Chauvin. C'était pas gagné du tout. Donc, le fait qu'on l'ait eu est un moment important, un changement, et je crois que l'avocat de la famille De George Floyd l'a dit, ça marque un tournant dans l'histoire de la justice de ce pays, dans les affaires qui concernent la police et les Noirs. Je pense qu'il vaut mieux avoir cette lecture-là de la chose. Et on a poussé un ouf de soulagement quand le verdict de culpabilité est tombé. Maintenant, il y aura le verdict de la sentence. Oui. Voilà. Maître Sosa, merci. C'est bon. La pause et le journal Les Regards Croisés.